pour cette table ronde sur la philanthropie, dont le titre est « Philanthropie et investissement, quelle complémentarité pour financer l'impact ?» Alors c'est vrai qu'à Oulgat, on a beaucoup parlé de financement à impact, mais à chaque fois, on a invité des investisseurs. Or, dans le paysage du financement à l'impact, il n'y a pas que les investisseurs, il y a aussi les philanthropes. Et avec Maxime, que je remercie, on a voulu porter ce sujet aujourd'hui sur la scène. Et j'ai donc un panel de choc pour parler de cette philanthropie qui compte et qui compte de plus en plus dans ce paysage de l'impact. Bienvenue, Camille, Sarah et Maxime. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun en quelques mots ? Alors bonjour à tous, je suis Maxime Curjan, je suis partenaire digital puis impact. Et j'ai aussi une fondation qui s'appelle Choisis Club, qui est logée à la Fondation de France. Et je suis là aujourd'hui pour vous en parler. Merci. Sarah. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sarah, je suis la DG de Epic Foundation, une fondation qui a été créée par un entrepreneur devenu philanthrope qui s'appelle Alexandre Mars, avec l'idée de surmonter les barrières aux dons, qui sont le plus souvent le manque de confiance, de temps et de knowledge sur la question du secteur non-profit de façon générale. Et donc, je suis ravie d'être là. Merci pour cette invitation. Merci. Camille. Et moi, c'est Camille, je dirige Entreprendre et Plus. Et nous, on est un collectif d'entrepreneurs philanthropes qui accompagnons des projets avec une méthodologie sur 2 jambes. Un financement sur 3 ans pour accompagner la croissance des organisations et un soutien extra-financier stratégique sous la forme de mentorat, puisque chaque projet qu'on sélectionne se voit attribuer un binôme de mentors parmi nos entrepreneurs philanthropes. Et on fait le pari du partage d'expertise pour mettre l'entrepreneuriat au service de l'intérêt général. Alors, la philanthropie, elle est évidemment pas nouvelle. Elle existait peut-être même déjà bien avant les startups à impact. Comment aujourd'hui, quelle place elle a cette philanthropie ? Comment elle s'inscrit dans le paysage du financement de l'impact ? Sarah, est-ce que tu veux démarrer ? Oui, avec plaisir. Alors évidemment, moi je vais porter un message qui est celui d'Epic, mais de beaucoup de philanthropes aujourd'hui, et je pense qu'on va partager ce point de vue. La philanthropie, elle est essentielle et elle reste essentielle, malgré l'émergence effectivement d'investisseurs à impact et de nouveaux modes de financement vers des entreprises qui allient une mission sociale à une mission économique. La philanthropie, pour moi, elle a 3 rôles clés, et ça c'est historique et c'est encore valide aujourd'hui, parfois même encore plus valide face à l'urgence des problématiques, c'est de combler les trous dans la raquette. C'est d'apporter des solutions sur des populations extrêmement fragiles ou sur des questions de changement climatique où aujourd'hui on a besoin d'accélérer, d'aller vite. C'est des sous qui sont mobilisables facilement, rapidement, et ça fait une énorme différence. Le deuxième rôle, et ça c'est peut-être plus récent, c'est de favoriser l'émergence de solutions innovantes, d'encourager des entrepreneurs sociaux. Souvent, les investisseurs ou les entreprises à impact vont intervenir un peu plus tard. On a chez les entrepreneurs sociaux des vrais pionniers qui connaissent bien le terrain, qui développent une expertise qui va être utile ensuite dans la chaîne de valeur de l'impact. Et puis, un rôle, je crois, qu'on oublie parfois, c'est que la philanthropie, je crois que c'est un soft power. Je crois que c'est une façon aussi d'infuser des valeurs de cohésion. On parlait tout à l'heure de lien social ce matin, de réparation de notre société. Je pense que la philanthropie, elle a ce rôle-là. Remettre des valeurs d'équité, de cohésion, de générosité, de solidarité au cœur de notre société. Merci. Maxime, ton point de vue ? Alors moi d'un point de vue très pragmatique, en fait, je suis investisseur et pourquoi j'ai aussi un outil philanthropique à travers ma fondation, c'est tout simplement parce que je peux investir dans des sociétés de l'impact, de l'ESS qui ont forcément des modèles économiques qui vont être éprouvés, mais en tout cas qui ont réfléchi à avoir un modèle économique au centre de leur activité. Dans la philanthropie, on se permet de financer, d'aider, de soutenir des projets qui n'ont pas mis au cœur de leur existence le modèle économique. Et donc, il n'y aura pas de retour d'investissement financier, ou peu, ou différent. Le retour sur investissement, il est surtout en fait en termes d'impact. Donc pour moi, j'ai ces 2 outils que j'utilise en fonction du cas. Et toi, Camille, justement, tu dis qu'il ne faut pas cloisonner.
Oui, exactement. Moi, je pense que la réponse est dans la question posée par cette table ronde, quoi. C'est un continuum de l'engagement. En fait, aujourd'hui, on a plusieurs outils pour financer l'impact, et c'est important effectivement de ne pas cloisonner en disant il y aurait des spécificités aux uns et aux autres. En fait, c'est des outils de financement parmi d'autres. Et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on cherche ? Si on cherche l'impact, on cherche la transformation, on cherche à construire une société qui soit plus juste, plus durable, plus inclusive. Et ensuite, en fonction des solutions ou des sujets, on choisit l'outil le plus adapté pour le financer. Alors effectivement, la spécificité de la philanthropie par rapport à l'investissement ou à la finance à impact, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour financier. Je pense qu'on verra qu'il y a d'autres retours. Et donc, de ce point de vue-là, l'objectif, il est clair. Et donc, ça permet aussi d'aller chercher d'autres types de projets, d'aller peut-être d'agir sur le temps plus long, d'agir plus en profondeur, de prendre des risques un peu différemment. Et c'est ce qui fait aussi la spécificité de cet outil par rapport aux autres. Et tout à l'heure, d'ailleurs, on n'a pas parlé de TRI, on a parlé de TRH. Alors, depuis 10 ans, on a l'impression que ça a quand même beaucoup bougé dans le secteur. Qu'est-ce qui a profondément changé ? Est-ce qu'il y a une nouvelle forme de philanthropie qui émerge, qui innove ? Vous êtes aux premières loges pour en parler. Sarah, si tu veux... Oui, bien sûr. La philanthropie, elle a toujours existé. On est tous d'accord sur le fait que ce n'est pas neuf. En revanche, depuis quelques années, il y a l'émergence d'une nouvelle philanthropie. Il y a l'émergence déjà d'un écosystème philanthropique. Ce n'était pas le cas avant, donc avec une variété d'acteurs qui se structurent, avec de la ressource, avec des chaires de recherche. On parlait de l'ESSEC tout à l'heure et du labo d'évaluation à l'impact social, mais on a aussi une chaire philanthropie en France et puis dans d'autres pays. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a différents modèles qui émergent. Donc on arrête de penser philanthropie réservée à des ultra-riches ou à des grands héritiers qui, à un moment donné dans leur parcours, vont reverser et s'occuper des démunis. Je pense que cette version-là de la philanthropie, ce mot même de philanthropie, nous, c'est quelque chose qu'on utilise peu chez EPIC. On va peut-être même préférer stratégie de générosité ou le don, finalement, tout simplement, sous plein de formes. Derrière cet écosystème, il y a l'émergence d'une philanthropie stratégique que nous, on pousse beaucoup avec EPIC, qui est vraiment cette envie d'aller utiliser les codes du monde de l'investissement appliqués à la philanthropie. Pourquoi ? Quand on a envie de bien placer son argent, on est capable de se dire, si je vais voir Sequoia, il n'y a pas de problème, je vais avoir un retour sur investissement de dingue. Pourquoi on ne peut pas se dire, je vais aller voir un acteur, et il va y avoir des acteurs capables de m'identifier aussi les meilleurs projets qui font que mon impact va être maximisé, parce que je vais donner différemment, je vais donner auprès de projets que j'aurai sourcés, fait du due diligence, avoir des vrais critères d'analyse, des vrais critères de suivi, pour faire en sorte que l'argent soit bien utilisé. C'est un vrai pas de côté, parce qu'avant on pensait de quoi j'ai envie, moi, qu'est-ce qui va me faire plaisir en donnant mon argent, et maintenant on est vraiment sur de quoi il y a besoin dans ce secteur. C'est quoi les grands enjeux qui sont sous-financés ? La philanthropie intervient souvent sur des sujets qui sont sous-financés, et c'est un peu les premiers à activer. Par exemple, la santé mentale des jeunes aujourd'hui, on a fait x5 sur les taux de suicide des jeunes. Ça reste sous-financé aujourd'hui, cette question de la santé mentale chez les jeunes, et pourtant, c'est les futures générations. Mais la question du réchauffement climatique est aussi un sujet sur lequel il faut investir massivement. Ça se passe par les nouvelles technologies, mais ça se passe aussi par la philanthropie. Maxime, toi, ta fondation, elle est hébergée à la Fondation de France. Tu vois que ça bouge aussi vite et fort. Oui, ça c'est sûr. Quand en 2017, j'ai poussé la Fondation de France pour créer ma fondation, j'étais, comment dirais-je, assez dépaysé par rapport au milieu du digital et des startups duquel je venais. On était effectivement sur, on va dire, la vieille France un petit peu poussiéreuse, et c'était assez éloigné de là où je venais. Et je dois dire que je suis très très surpris, là je parle spécifiquement de la Fondation de France, de la transformation qu'il y a eu, du dynamisme, du modernisme qui est rentré depuis donc quelques années, notamment avec un changement de posture où il ne s'agit plus de donner le bol, mais au contraire de s'attaquer aux causes systémiques des problématiques qui nous entourent. Donc cette approche systémique, elle est vraiment en train de se diffuser dans le monde de la philanthropie, et c'est une très bonne chose. Donc oui, ça évolue assez vite, ça se professionnalise aussi côté ONG, côté asso, et c'est vraiment une bonne nouvelle. Camille, toi, chez Entreprenez Plus, vous impliquez énormément aussi les entrepreneurs aux côtés des projets. Qu'est-ce qui a changé ? Et tu fais partie du collectif Racine aussi, est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, j'en parlerai un petit peu après, mais effectivement, en fait, on est dans un moment charnière et on en parle depuis ce matin. C'est un contexte de crise, il y a une accélération des enjeux, il y a une grande complexité. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que la philanthropie bouge ? Parce que ça bouge de tous les côtés. C'est-à-dire que ça bouge aussi côté association, côté entrepreneurs sociaux. En fait, ils sont obligés de changer de paradigme. Il y a encore 10 ans, on pensait que plus il y aurait d'assauts, plus il y aurait d'entrepreneurs sociaux, plus les problèmes allaient se résoudre. En fait, non. Aujourd'hui, on est obligé de faire de la R&D un peu sur les manières d'agir, sur les manières de transformer. Ils s'adaptent à la nouvelle donne, ils créent des nouveaux modèles économiques, etc. Et donc, en regard, évidemment, que la philanthropie, elle aussi, elle évolue, elle s'adapte. Et c'est permis parce qu'on a effectivement des nouveaux profils. On sort d'une philanthropie qui était peut-être réservée, alors soit à des entreprises, parce que le mécénat d'entreprise était quand même déjà développé depuis une vingtaine d'années, et d'une philanthropie qui serait purement familiale. Et donc, on a des initiatives comme Entreprenez Plus, comme des initiatives personnelles comme celle de Maxime ou comme EPIC, avec une philanthropie qui est plus entrepreneuriale. Pourquoi ? Parce qu'on a des philanthropes, des entrepreneurs qui se posent la question plus tôt dans leur parcours, pas seulement à la fin de leur aventure professionnelle, qui dans ce contexte aussi, on passe une prise de conscience du rôle qu'ils ont à jouer, et donc se posent la question de leur engagement et de leur philanthropie plus tôt, et ça donne une philanthropie qui est plus stratégique, qui est plus active, qui est plus dans l'accompagnement, qui est plus dans le compagnonnage, et qui du coup est très complémentaire avec une philanthropie plus peut-être du cœur ou de l'urgence, qui reste nécessaire. Et l'idée pour moi aujourd'hui, c'est pas du tout d'opposer les deux, mais voilà, de pouvoir répondre aux différents enjeux auxquels on est confronté avec des pratiques qui s'enrichissent. Maxime, toi, tu le vois, ces nouveaux rôles modèles d'entrepreneurs philanthropes. Tu as des exemples autour de toi ? Oui, bien sûr. Il y a aujourd'hui des mouvements et un renouveau sur la pratique philanthropique. D'abord, on voit des personnes ou des fondations même qui historiquement ne reversaient que des intérêts sans s'attaquer, on va dire, au capital, et qui maintenant se disent non, il faut accélérer, et donc tapent directement, j'ai envie de dire, dans leurs réserves, et donc font un choix fort en termes de philanthropie pour véritablement transférer du patrimoine, et des gens qui s'explosent très très fortement là-dessus. Les autres évolutions aussi, c'est les premiers concernés aujourd'hui qui sont vraiment au centre des réflexions. Des gouvernances aussi très très partagées qui commencent à arriver, où on prend les décisions, où en fait on sort du modèle où effectivement c'est une famille ou une personne qui se fait plaisir, qui prend une décision, et là maintenant on commence à avoir des fondations qui ont des gouvernances très très partagées, donc ça bouge beaucoup. Ouais. Vous, chez EPIC, vous avez carrément créé l'école de la philanthropie. Est-ce que tu peux nous en parler pour justement réinventer la manière de donner ? Oui, en plus, je vous en parle de façon assez inédite, puisque cette école de la philanthropie, elle est vraiment toute neuve. Nous, on est un pont entre des super ONG qui sont les best in class, qui ont un impact vraiment extraordinaire, et des donateurs ou des donateurs potentiels, qu'ils soient privés ou entreprises. On intervient gratuitement. Donc cet accompagnement, on l'a toujours fait. Et en fait, on s'est dit à un moment donné, au-delà de notre portefeuille et de notre communauté, comment est-ce qu'on va influencer les pratiques, évidemment, et comment est-ce qu'on peut... vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et en réalité, quand on fait un don, on ne fait pas toujours du bien, s'il n'est pas fait selon certaines règles d'or. Et ça paraît peut-être bizarre de dire ça, pendant très longtemps, ça suffisait. Aujourd'hui, effectivement, on est dans un contexte où peut-être ça ne suffit pas. Cette école de la philanthropie qui est ouverte à tout à chacun, l'idée, c'est de dire comment est-ce que mon don il peut devenir véritablement transformateur. Je ne vais pas vous faire les 9 règles d'or, et je suis ravie d'en reparler pendant le déjeuner. Je pense qu'il y a peut-être 3 essentiels. Faire du don substantiel. On arrête de saupoudrer, on arrête de changer de cause tous les 6 mois, et de se dire c'est mieux si j'envoie 1 000 € à chacun. À un moment donné, envoyer 50 000 € plus tôt à une association pour qu'elle structure et qu'elle consolide, ça a plus de poids et plus d'impact. Financement substantiel, ça c'est extrêmement intéressant, et c'est pour ça que nous, on regroupe les ressources de plusieurs donateurs pour donner plus. Faire du pluriannuel, c'est essentiel. Quand vous faites des investissements, rien ne se passe en 1 an. Soutenir une association ou un projet, c'est pareil, ça ne se passe pas en 1 an de résoudre des problèmes sociaux à grande échelle. Donc pluriannuel, minimum 5 ans, nous on s'engage sur 5, 7, 8 ans parfois. Et puis, et voilà, déjà je vais vous dire ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et alors, chez Racine, à quoi vous travaillez ?
Oui, c'est exactement la synthèse de ça. C'est un mouvement qui est en train de traverser la philanthropie, de dire comment est-ce qu'on est plus systémique. Alors au-delà du gros mot, c'est effectivement comment est-ce que, au-delà de répondre aux besoins immédiats, on cherche à avoir un impact profond et durable. Et en fait, c'est extrêmement difficile pour les associations aujourd'hui de faire financer cette partie-là. Je prends un exemple. J'ai vu ce matin que tout le monde avait beaucoup aimé le pitch de Yann Bucaille sur Café Joyeux, donc je vais rester dans cette veine-là. Chez Entreprendre et Plus, on soutient un projet qui s'appelle Fratrie, qui crée des co-living inclusifs pour des personnes en situation de handicap, partant du constat qu'il y a des centaines de milliers de jeunes actifs qui auraient la possibilité de vivre en autonomie, mais qui n'ont pas la possibilité de le faire aujourd'hui, parce que quand on a des troubles cognitifs, quand on a des troubles du spectre autistique ou de la trisomie 21, aujourd'hui, soit on reste chez ses parents, soit on va dans un institut spécialisé, mais il y a peu de co-living ou de possibilité de vivre seul en autonomie avec un petit peu d'aide. Et donc, Fratrie ouvre des maisons de co-living avec des actifs comme vous et moi et des jeunes en situation de handicap. Et en fait, ça déverrouille tout un tas de freins ensuite à l'emploi, etc. Et donc, dans une maison Fratrie, il y a en moyenne 12 colocs, donc 6 actifs comme vous et moi, et 6 personnes en situation de handicap. Et on dit on va ouvrir 1 maison, 2 maisons, 3 maisons. Donc là, la philanthropie, elle suit. Ça me parle, je vais avoir de l'impact direct, je vais pouvoir mesurer, quantifier 1 maison, 20 maisons, 50 maisons. Ok, super, mais en fait, 6 fois 50, ça fait combien? Est-ce qu'on est aux centaines de milliers de personnes en situation de handicap? Non. Et donc, en fait, et ça, c'est difficile à financer. Et notre enjeu, c'est de réussir à dire c'est important de financer l'essaimage, de financer le changement d'échelle, parce que ça participe à créer la preuve que ça fonctionne, créer des exemples, montrer des modèles. Mais ce qu'il faut réussir à faire, c'est comment est-ce qu'on passe de cet exemple à je change la norme et je fais en sorte que vivre avec des personnes en situation de handicap, c'est la norme, travailler avec des personnes en situation de handicap, c'est la norme. Et ça, c'est plus risqué, c'est plus incertain, c'est plus long, c'est plus impalpable, parce que aller faire un peu de lobbying à gauche à droite, convaincre les co-living classiques qui peuvent en fait très facilement intégrer des personnes en situation de handicap dans leurs établissements, c'est du temps long et c'est beaucoup d'argent. Et c'est ce shift en fait qu'on est aussi en train d'essayer de faire dans le monde de la philanthropie, c'est de montrer qu'il y a un chemin à suivre et qu'il faut aussi prendre des risques et financer cette partie moins palpable et donc d'être capable de ensuite s'accorder sur ce qui a de la valeur, donc pas seulement l'impact direct quanti, mais aussi l'impact indirect long terme et transformatif des actions des assos. Et aujourd'hui, honnêtement, elles ont un mal de chien à trouver des fonds pour financer cette partie-là. On a une audience d'entrepreneurs aujourd'hui. Maxime, qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message? Et globalement, tous les trois, un dernier message pour tous ceux qui nous écoutent. Moi, je crois que j'ai été entrepreneur, j'ai vendu ma société et ça m'a apporté un certain patrimoine financier. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai ressenti que ça m'a aussi apporté une certaine responsabilité. Vous connaissez la citation de l'oncle de Spider-Man qui dit « With great power comes great responsibilities ». Aujourd'hui, je suis venu vous parler, m'adresser à vous pour vous dire que votre argent ne dort pas. Il faut l'employer à avoir un impact positif et bien sûr qu'on peut investir dans des sociétés à impact, dans l'ESS, et ça je suis persuadé qu'on le fait tous de mieux en mieux, et la philanthropie est vraiment un levier aussi à utiliser, qui vous permet de financer d'autres types de projets, de découvrir d'autres univers et qui va aussi vous permettre de créer un impact très, très important. Donc moi, je vous conseille, on va dire, d'aller dans cette voie aussi. Merci Maxime. Moi, je pense que vous êtes tous des Maximes en puissance dans cette salle, effectivement, et c'est un exemple à suivre. Et en fait, on doit tous être exemplaires. Je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui, on a une responsabilité. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on reste des ultra privilégiés, même si on est des investisseurs ou des entrepreneurs avec des hauts et des bas. Et là, en ce moment, ce n'est pas terrible. On peut tous agir maintenant, on peut tous donner maintenant. Posez-vous cette question, je pense, aujourd'hui. Et je pense que ce qui est intéressant, souvent quand on commence des stratégies de philanthropie très tôt, notamment avec des entrepreneurs qui peuvent pledger sur leur futur succès, 1 à 5%, ou qu'on est avec des investisseurs ou n'importe qui qu'on rencontre, on va leur dire, c'est quoi votre seuil de douleur ?
où est-ce qu'il y a un don, $1 chez vous? Est-ce que c'est 1%? Est-ce que si vous mettez maintenant, aujourd'hui, 1% de votre start-up, quand bien même elle ne génère pas encore beaucoup, est-ce que ça vous met en danger, en difficulté? Est-ce que ça vous crée des frustrations personnelles par rapport à votre niveau de richesse? Il est où ce seuil de douleur pour vous? Identifiez-les. Peut-être que ça va commencer par des dons à 10 € qui deviendront 100, et puis 1000, et puis 10 000, et puis peut-être plus demain. Mais en fait, ce 1 a autant de valeur que ce 1000 de quelqu'un d'autre. Parce que voilà, on est tous ensemble pour refaire le monde aujourd'hui. Donc il faut penser aussi, je pense, à cette révolution du partage. Camille, ouais, moi, je vais noter 3 points très rapides. Les dirigeants associatifs sont des entrepreneurs comme les autres, et donc essayer de dépoussiérer aussi cette image qu'on a peut-être d'un secteur qui ne serait pas innovant ou entrepreneurial. La philanthropie qui n'est pas réservée effectivement aux ultra riches. Je crois qu'aujourd'hui on peut le dire, tout le monde peut s'engager, tout le monde a quelque chose à apporter. Et enfin, sur une note peut-être un peu plus bisounours, mais comme j'ai la chance de terminer le tour de table, je me le permets. On a beaucoup parlé de ce que vous pouviez apporter, et on a commencé par vous dire que vous n'alliez rien en retirer. Moi, je pense qu'au contraire, vous allez en retirer beaucoup. Et c'est des rencontres, c'est des apprentissages, c'est des aventures humaines. On a beaucoup parlé de lien social ce matin, et je pense aussi que vous allez beaucoup vous amuser au contact de ces entrepreneurs sociaux qui refont, qui inventent le monde de demain. Merci à tous les trois. On est arrivé au bout de cette discussion. On voit bien qu'on ne fera pas sans la philanthropie pour financer l'impact. Donc il est temps de s'y mettre. C'est à vous de jouer. Merci. Merci.